Pourquoi je suis expert comptable ? Dans cette nouvelle saison, notre podcast explore les chemins de vie des acteurs de l'expertise comptable, leur parcours inspirant, leurs études, leur expérience, leurs défis et ce qui les anime au quotidien. Je suis Florian Dufour, l'hôte de ce podcast, et je vous invite à découvrir ensemble ces histoires uniques qui donnent tout son sens à ce métier. Bonjour Fabrice. Bonjour. Je suis ravi d'être présent chez toi pour faire cet épisode sur toi. C'est gentil. Ce que je te propose, c'est avant qu'on commence à parler de ta partie passée, académique, et on va le voir cette année en fait, on va aller plus dans le détail, vraiment comprendre comment vous avez fait de manière générale, toutes les personnes qu'on va interviewer pour arriver à ce diplôme de DEC, voir si c'était vraiment facile, mais après, quel est l'avantage ? Après, dans votre vie future, comment ça l'a fait évoluer ? Avant qu'on rentre du coup dans ce détail-là, je vais te présenter. J'ai utilisé ChatGPT, donc une IA, pour savoir qui tu es. Donc tu vas me dire si ça te va et s'il n'a pas omis certaines choses. Allons-y. Alors Fabrice Évrard, expert comptable et commissaire aux comptes, fondateur et gérant du cabinet Fabrice Évrard, situé à Asnières-sur-Seine, spécialisé dans l'écosystème des crypto-actifs. Au niveau de l'éducation, tu as préparé le DSCG en alternance à l'INES à Paris, 2007-2008. Et avant, tu avais fait précédemment DCG au lycée Mathias à Chalon-sur-Saône, 2005-2007. Carrière, tu as commencé en tant que collaborateur débutant au cabinet Harris, 2008-2010. Puis après, tu étais chef de mission au cabinet Montiel-Laborde à Paris, de 2010 à 2016. Ça me mentionne comme quoi tu étais membre de la commission développement durable du Conseil supérieur à une époque, et aussi auteur de l'ouvrage DEC 2, révision légale et contractuelle des comptes. Sur la partie divers, il est spécialisé dans les cryptoactifs. Il rédige régulièrement des articles sur les cryptoactifs pour des revues spécialisées. Ouais, on est pas mal. Il manque certaines choses, mais où c'est volontairement, ça apparaît pas forcément dans ma bio sur Internet. Mais ça, c'est plutôt un très bon condensé. Il a oublié de mentionner justement que tu es contrôleur qualité, examinateur au DEC. Ouais. Tu as été l'un des plus jeunes, ou tu es le plus jeune rapporteur général du Congrès en 2019, je crois. Tout à fait. Tu as été aussi élu au Conseil régional d'Île-de-France. Tout à fait. Et à côté de ça, tu as d'autres activités comme cofondateur d'une société qui s'appelle Token Strategy Advisor. Avec Salam Oussaïd, tout à fait. Et je suis aussi contrôleur lab. J'ai écrit des bouquins, notamment le CARADEC 2 pour préparer l'examen, administrateur chez France Gestion. Voilà, plein de petites fonctionnalités, plein de jobs que je fais à côté. Ou plusieurs vies. Plusieurs vies, ouais, on peut dire ça. Ce podcast est propulsé par PennyLane, la plateforme tout en un qui révolutionne le quotidien des experts comptables. Imaginez, plus de saisies manuelles fastidieuses, une collaboration fluide avec vos clients et toute votre production comptable centralisée sur une seule interface intelligente. Le résultat ? Un gain de temps considérable pour développer vos missions de conseil. Plus de 3500 cabinets ont déjà fait le grand saut vers plus de productivité. Rejoignez le mouvement sur pennylane.com. Allez, on va directement sur ta première partie. Moi, ce que je voudrais comprendre avec toi, c'est à quel moment de ta vie tu t'es dit « ça y est, ce métier, c'est expert comptable que je veux faire quand je serai grand ». Alors, il n'y a pas eu ce moment-là. En fait, le truc, c'est que… Alors, on va lancer… Alors, en fait, il faut se remettre dans le contexte. Du coup, quand j'étais au bac, dans mon lycée, à la base, moi, je voulais réparer des télés, d'accord, être poseur d'antenne télé ou réparateur télé, électroménager. Et après, ça s'est transformé. Je voulais devenir pilote d'hélicoptère dans l'armée de terre. J'ai passé les concours de l'armée de terre, de sous-officier de l'armée de terre l'année du bac, en 2004. Et j'ai été recalé. Donc, j'ai été reçu 3e sur 400, je crois, au test intellectuel. Et par contre, 397e sur 400 au test physique. Du coup, mais réellement, l'instructeur m'a dit, mais en fait, toi, ton profil, il faut que tu fasses du sport. Et j'ai toujours pas écouté. Et il m'a dit surtout, faut que tu bosses ton sport pendant 3 ans, mais il dit, fais une licence et reviens en tant qu'officier de l'armée de terre. Tu pourras avec les passerelles. La problématique, c'est que je viens d'un milieu très, très, très modeste, parce que mon père était serveur et ma mère femme de ménage. Donc, je suis pas fils d'expert comptable, ou je veux pas caricaturer, mais ça a été compliqué, on va dire, ma jeunesse. Du coup, il fallait que je trouve quelque chose de gratuit, dans ma ville, à Chalon-sur-Saône. Donc, c'est une petite ville, pour ceux qui connaissent. La problématique, il n'y a pas grand-chose. Donc, il y avait informatique de gestion ou comptabilité. Et en fait, à la base, donc, je voulais faire informatique. Je pense que les gens me connaissent, j'ai ce profil-là, informatique. Et finalement, c'est la mère d'un de mes meilleurs potes qui était prof d'éco en DPECF à l'époque, qui m'a dit non, mais en fait, faut pas que tu fasses ça. Viens c'est une sorte de prépa, pseudo-prépa, qui va te préparer au DPECF. Puis après, tu verras si ça te plaît. Donc en fait, j'y suis rentré vraiment par hasard dans la compta.
Et c'était temporaire. C'était pour repasser les concours de l'armée de terre 3 ans après. Ah oui, tu étais programmé. C'était pas du tout. Et en fait, au bout des 3 ans, le DECF, donc j'ai passé mon DECF au lycée Mathias, donc on était très encadrés, parce qu'en fait, donc j'ai fait 7 ans dans mon lycée, hein. Mine de rien, dans le même bâtiment. On était très encadrés, parce qu'on était une petite promo. Finalement, avec le recul, très très bonne promo, parce qu'en fait, même si c'était un public, si tu n'avais pas tes examens, on te tège, quoi. Donc au bout des 3 ans, bah, on était quand même des bons, très très bons. Et je m'en suis aperçu quand je suis arrivé à l'INES, où au final, bah, M. Kessick sélectionnait quand même les meilleurs étudiants en France. Comme il disait, de toute façon, il n'y a pas de secret. Si tu veux les meilleurs résultats, il faut les meilleurs profs et les meilleurs élèves, hein. Et en fait, j'avais eu 13 à quasiment à toutes mes épreuves, au DECF, à chacune des UV. Et du coup, bah, je suis venu, il a fallu faire le choix de venir à Paris. Donc en fait, il n'y a pas eu ce moment, ce déclic. Et même quand je suis venu à Paris, pour moi, c'était temporaire. C'était pas pour passer, c'était pas pour devenir expert comptable. C'est à chaque fois, je me dis, allez, et pourquoi pas? Où je faisais le grade supérieur, donc j'ai passé le DSCG. Après, j'ai fait, ah, pourquoi pas le stage? J'ai fait le stage. Ah, pourquoi pas le DEC? Du coup, le DEC. Puis, bah, finalement, pourquoi pas l'installation au final? Alors que je faisais que de l'audit, hein. Pourquoi pas l'installation? Donc à chaque fois, il n'y a jamais eu ce déclic. Si tu veux, quand tu m'aurais interrogé en 2007, est-ce que tu veux devenir expert comptable? Bah, il fallait passer le DESCF à l'époque, mais jamais de la vie. Mais jamais de la vie. C'était pas du tout dans ma logique. J'avais pas le réseau, donc je connaissais pas personne. J'avais pas le. Puis pour moi, c'était toi les experts comptables, c'était le grade. Quand tu connais, maintenant on rigole, mais quand t'es jeune, tu vois ça, tu dis non, c'est inatteignable, j'y arriverai pas en fait. D'accord. Alors je vais te poser la question autrement. Qu'est-ce qui t'a fait abandonner ce rêve de rentrer dans l'armée pour piloter des hélicoptères? Le sport? Non, je me suis pris au jeu. En fait, au fur et à mesure, bah, j'ai découvert que finalement, expert comptable, tu faisais pas que de la compta, on avait de la fiscale. Moi, j'adorais le droit, donc on faisait beaucoup de droit, droit social, droit des sociétés. Donc ça, c'est là où j'ai les meilleures notes. On faisait de l'informatique et de l'économie. Donc au fur et à mesure, ça me plaisait en fait au final. Et ce qui est paradoxal dans notre métier, c'est que comme ça passionne pas les foules, faut être honnête, hein, je vais être franc avec toi, la compta. Sauf que il faut pas être bon. Je suis pas quelqu'un de bon. C'est juste que je suis persévérant. Donc à la fin. Et même maintenant, je ne suis pas bon ou meilleur que les autres. C'est juste que comme je potasse, je lis énormément de trucs, que je m'y intéresse, bah forcément, tu capitalises de la connaissance que les gens normaux n'ont pas. Donc, ce qui fait qu'on n'était pas plus intelligent que les autres. C'est juste que tu capitalises plus de connaissances. Donc, c'est ça qui me plaisait, c'est qu'au fur et à mesure, bah, en fait, tu t'améliorais au fur et à mesure dans le process. C'est la valeur travail. Ouais, tout à fait. Ouais. Donc, tes étapes clés, si on revient un petit peu en arrière, au niveau du DCG, comment ça s'est passé un petit peu? DECF, donc à l'époque, DPECF, DECF. Bah bien, globalement. Enfin, on était bien encadrés. Après, j'ai bossé. Donc, j'ai vraiment beaucoup bossé. Parce que là, ça rigolait pas. Donc, je venais d'une section scientifique, hein. J'ai fait un bac S option en physique-chimie. Donc en maths, on rigolait. En informatique, on rigolait. Par contre, il fallait rattraper la compta. Donc, ceux qui avaient fait quasiment un BEP, bac pro compta, ouais, voire BTS pour certains, c'est chaud parce que la prof, elle s'en foutait royalement, quoi. Donc c'était compliqué, DECF. Et le problématique, si tu veux, donc là je peux le dire, c'est que maintenant il y a prescription, mais les profs qui étaient là-bas, c'était des femmes d'experts comptables, et en fait elles faisaient leur pré-recrutement pour les cabinets là-bas. Les cabinets là-bas, tu as très peu de cabinets. Donc en fait, moi je voulais pas me retrouver dans la salle d'attente après mon DECF et faire un dumping vers le bas pour être embauché. Sachant que j'avais pas de réseau et que je savais très bien, je voyais l'issue, hein, je serais resté collaborateur, puis ils avaient aucun intérêt à ce que je devienne expert comptable. Donc je savais que c'est pour ça que je suis parti, c'est que j'avais pas d'avenir là-bas en fait. Parce que c'est une petite ville, c'est une petite région, t'as beau être proche de Lyon, c'est compliqué là-bas. Donc puis après, j'ai beaucoup de potes qui sont restés, hein, du coup là-bas qui sont devenus des comptables, mais très peu sur une promo de 60, on doit être 2 experts comptables au final. Donc on était très très peu à aller jusqu'au bout. Beaucoup se sont arrêtés entre-temps pour différentes raisons, parce qu'ils avaient une vie de famille. Moi je suis arrivé à Paris, voilà, donc j'étais seul, célibataire, donc puis j'ai fait que bosser. On en reparlera après. Le truc, c'est que moi, j'ai bossé quasiment de mes 22 ans. Après, j'ai eu des jobs étudiants en même temps que les études comptables. Donc, ça a toujours été hyper... Enfin, j'ai jamais arrêté de taffer, quoi, en fait. Et du coup, tu as eu le passage, DCG, tu l'as fait à Chalon-sur-Saône. DCG, enfin, le deuxième niveau, étape, Paris. Pourquoi tu as investi à dire, je vais à Paris? Alors, donc, on était l'année de la réforme, hein. Ouais. C'était la dernière année DESF, DSCG. En toute honnêteté, chagrin d'amour, ça va faire marrer tout le monde, mais j'étais amoureux de quelqu'un au lycée quand j'étais en section, quand j'étais en DECF. Elle nous écoutera peut-être. Ouais, il y a prescription maintenant. Mais du coup, donc elle est partie à Lyon avec son nouveau copain. J'ai très très mal vécu ça, parce que en plus j'avais des traitements pour l'acné et les trucs un peu violents psychologiques. Donc du coup, ce qui te dope tes capacités pour réviser de concentration, par contre, ça t'enlève toutes les barrières psychologiques. Donc en fait, limite, t'es une madeleine, tu pleures comme une madeleine pour une connerie, quoi. Donc du coup, j'étais pas bien du tout et j'ai voulu partir le plus loin possible. Et du coup, en fait, j'ai testé les écoles à Paris, les entretiens, et à Lyon.
J'ai rencontré des cabinets, comme c'était en alternance, à Paris et à Lyon. Donc à Lyon, j'ai trouvé des super cabinets, franchement, qui étaient top. Les écoles, voilà, j'ai pas critiqué parce que voilà, mais quand tu rencontres l'INES, que tu arrives petit provincial avec un gros accent, parce qu'en Bourgogne, on a un gros accent assez quand même présent, côté suisse, on va dire. Donc j'ai essayé de le perdre entre-temps, mais du coup, t'arrives, t'es petit provincial. C'était la première fois que je débarquais à Paris. Enfin, ça va faire vraiment causette, mais c'était la première fois que je prenais le TGV quand je suis arrivé à Paris. J'ai jamais pris l'avion avant 2008. Du coup, je suis arrivé à Paris, tu rencontres Monsieur Kessik, enfin, t'arrives boulevard Haussmann. S'il écoute ça, ça va le faire marrer, mais t'arrives, t'as des locaux, t'as des statues, c'est du haussmannien, c'est magnifique, il te reçoit, puis c'est un personnage. Tu vois les locaux, c'est magnifique, tu dis waouh, enfin, c'est un autre monde, quoi. La barrière, elle est haute. Donc, du coup, par contre, bon, j'ai pris. Il n'est pas cité le cabinet chez qui, mais j'ai pris le cabinet qui, en gros, ça allait faire l'affaire, quoi. Du coup, j'ai pris un premier cabinet où j'ai fait mon apprentissage. Voilà. Du coup, et j'étais pendant tout. C'est ça qui m'a motivé à venir sur Paris. Tu as eu cette motivation, mais aussi, du coup, ça t'a motivé dans un deuxième temps. Comme tu dis boulevard Haussmann, ça, waouh. Est-ce que ça t'a pas propulsé en disant, ah là, je peux sauter une étape? Non, parce que la réalité, c'est que je suis arrivé à Paris, donc comme je répète, pas de réseau. Donc j'ai vécu dans les chambres de bonne, 9 mètres carrés avec les chiottes sur le palier, du coup, où tu as froid en hiver. Et puis j'étais pas boursier, donc 800 € à Paris, c'est pas avec ce qu'on te paye en alternance. Quand tu as 600 € de loyer, je te laisse faire le calcul, et tu dépends pas de la fac, donc tu n'as pas le RORU. Non, tu as l'envers du décor. C'est que pour les étudiants comptables à Paris, c'est très très rude parce qu'en fait, tu manges pas ta faim. C'est quand tu es obligé d'avoir un job étudiant, mais on parle du DSCG en alternance, donc c'est quand même ultra violent en termes de révision. Les profs de l'INES, c'est les mecs d'HEC, enfin, c'est les bombardes. Et à côté de ça, tu as les étudiants qui sont là à temps plein. Donc eux, ils ne font que bosser. Donc du coup, et c'est les meilleurs étudiants de France. Donc c'est pas le lycée Mathias où en bossant un peu, tu y arrivais. Là, c'est même en bossant bien, j'étais dans les meilleurs endroits où j'étais en province. Là, je me suis pris des tôles. Mais réellement. Et là, j'ai rencontré des beaucoup plus forts que moi. Pour clair, même en bossant, c'était compliqué parce que tu étais défoncé, parce que tu as les trajets, tu rentres le soir, tu es fatigué, tu n'es pas dans des conditions pour bosser. Les gens qui ne connaissent pas, une chambre de bonne, c'est mansardé, c'est 9 mètres carrés, soi-disant loi Carrez. En gros, tu as 6 mètres carrés où tu as des chiottes, enfin, tu as une douche, tu as ta petite cuisinette et tu as ton lit. Donc, si tu veux, tu ne peux pas bosser dans ces conditions-là. Donc, c'est très compliqué. Donc, tu as l'envers du décor, ouais, tu es boulevard Haussmann. Mais on oublie tous ceux qui galèrent, parce que c'est très discret, on n'en parle pas, c'est l'omerta dans la profession. Mais tu as tous ceux qui galèrent où tu as un logement qui n'est pas décent. Donc, après, je suis parti à Bagnolet. Donc, autre problématique là-bas. Donc, tu as 1 heure de Paris, enfin, tu as 1 heure de transport. Et j'étais à côté de la cité de la Duy, parce que j'ai trouvé que ça, en fait, j'ai eu la chance de trouver une propriétaire qui ne m'a pas demandé de caution. Parce que mes parents ne pouvaient pas se porter caution. Donc, j'ai galéré. Et puis après, il y a eu d'autres problématiques avec mes parents, ce qui font que j'ai pris ce que j'ai pu, quoi. Donc, j'ai galéré sur cette partie-là, je me suis accroché. Mais paradoxalement, quand tu vis ces situations-là, tu te dis pas je galère. En fait, tu fais les choses, quoi. Tu te plains pas, tu baisses la tête, tu bosses, quoi. Et après, c'est au fur et à mesure, c'est rétrospectivement, tu dis ah ouais, chaud patate. Est-ce que si je devais refaire tout ce que j'ai fait, je le ferais pas une seconde. Comment tu as fait, justement, où tu as trouvé cette motivation pour dire on y va quand même tous les jours? Tu dis on n'y pense pas, mais quand même, tu te dis, et c'est pas je vais leur montrer qu'on peut y arriver? Non, c'est mon éducation. Après, c'est plutôt mes grands-parents qui étaient agriculteurs. On t'apprend la valeur travail. Et puis nous, c'est pas, tu te plains pas. Enfin, non, c'est mal vu de te plaindre. Donc tu fais les choses, quoi. Enfin, et toi, le ciel t'aidera. Enfin, non, j'allais pas avoir de soutien de ma famille pour m'aider financièrement. J'avais pas d'autre choix, en fait. Donc j'ai fait ce que j'avais à faire, quoi, tout simplement. Tu t'es jamais dit ça y est, j'ai le niveau DSCG. J'arrête là. On va bosser et puis ça va très bien. Non, parce que je m'étais dit, si je le fais pas maintenant, je le ferai jamais, parce que j'étais célibataire. Et après, j'ai rencontré, si tu veux, le déclencheur, c'était le cabinet Montiel-Laborde, du coup, où là, j'ai vraiment appris le métier. Avec un associé, on aura l'occasion peut-être d'y revenir, où j'ai tout appris. Et si tu veux, on avait une liberté énorme, on était bien encadré, bien payé, on avait des déplacements, il n'y avait pas trop les notes de frais. Enfin, on était privilégiés. Donc, il y a eu ça qui m'a fait tenir. Parce qu'en fait, comme j'étais en déplacement en province permanent, si tu veux, en stage expertise, si tu veux, j'étais plus à Bagnolet, au final. J'y étais que le week-end. Et le week-end, j'allais au cabinet. Parce qu'ils fermaient les yeux. Enfin, si tu veux, quand ils avaient 300 mètres carrés haussmanniens à côté de Saint-Lazare, j'avais 300 mètres carrés pour moi tout seul. Donc, si tu veux, avec Internet, moi, tu me donnes Internet et puis du café, comme là, c'est bon, je suis heureux. Hein. Donc, je suis pas un homme compliqué, moi. Hein. Donc, du coup, ça m'allait parfaitement. Donc, j'ai vécu, en gros,
au 14 rue Portalis 7508 pendant quasiment 6 ans. Les week-ends, j'y allais beaucoup. D'ailleurs, pour l'anecdote, quand online, les premières réunions avec Fred, on les a fait au 40. Il voit très bien où c'est d'ailleurs, au 14 rue Portalis. Tu vois. Bah ça, c'est une belle anecdote. Donc, après, t'engages du coup le stage pour dire, je vais faire le deck. On va parler des défis rencontrés sur la partie 2 du coup. Ça a été quoi les principaux défis académiques, personnels, qui t'ont confronté à cette situation-là, ouais. Au deck, du coup, les difficultés que j'ai rencontrées, le stage, globalement, s'est bien déroulé, parce que l'ordre est quand même bien encadré, hein. Tu dois faire tes rapports, donc ça allait plutôt bien. Après, j'ai passé les écrits, j'y suis allé la fleur au fusil, je me suis fait rétamer. Je ne vais pas lire maintenant que j'écris le bouquin Crédoc, mais j'ai appris ce qu'il fallait pas faire. Donc là, c'était plutôt, je me suis pris une grosse tôle. Et là, c'est humainement parlant, je l'ai mal vécu. Mon ego en a pris un coup, et moi, tu me piques au vif. Romain, tu pourrais t'en parler. Quand tu me piques au vif, je vais me défoncer pour te montrer que tu as tort. Et du coup, après, j'ai eu une très bonne note. Donc, j'ai bossé pour notamment les écrits où j'ai galéré. Le mémoire, j'ai mis 2 ans, mais j'ai eu 15, donc ça paye. Parce que j'ai eu le temps à trouver mon sujet, à vraiment le travailler au fond du fond, vraiment faire qu'il soit vraiment le plus nickel chrome pour que ça passe. Donc, ça n'a pas été un parcours facile, hein, mais le stage, ça s'est bien passé. C'est l'après, quand tu passes ton deck, où ça a été dur, parce que là, une fois que tu as terminé le stage, l'ordre te laisse dans la nature. C'est un peu compliqué, parce que tu dois faire ton mémoire, mais on ne t'a pas montré comment. Si, on t'envoie quand même une petite feuille pour dire bonjour, vous êtes radié du tableau. Du truc, démerde-toi, c'est 3000 balles si tu veux une formation. Donc, du coup, ou un coaching. Du coup, c'était un peu, donc, ça a été un peu compliqué. C'est cette époque-là. Les écrits, après, j'ai appris à préparer ma documentation, ce genre de choses. Et après, il y a eu le mémoire où j'ai mis 2 ans à peu près pour le passer. Avant d'entrer directement sur la partie mémoire et les épreuves en tant que telles, parle-nous quand même de 3 ans de stage. Comment ça se passe ? À quel niveau, tu veux dire ? Me dire, par exemple, il y a les réunions un petit peu qu'on fait à l'ordre. Après, quand même, on bosse quand même pas. Hein. On est vraiment comptable dans un cabinet. Ouais, mais tu as 4-5 jours. En gros, tu as quoi ? Tu as 4-5 jours de formation. Allez, 6 jours par an à peu près, si ça n'a pas changé. Parce qu'il faut nous remettre dans le contexte. On vient des vieux. Hein. C'était il y a plus de 10 ans. Presque 10 ans maintenant. Donc, ça a peut-être changé. Tu as quand même des jours de formation obligatoires. Tu dois rendre des rapports semestriels. Voilà. Donc, il faut quand même potasser un petit peu. Relus par ton maître de stage. Donc voilà, sachant que les commentaires ont quand même, le but, c'est qu'ils t'aident, ton maître de stage. C'est le but qu'ils relisent vraiment, qu'ils t'accompagnent. C'était le cas avec Monsieur Laborde. Enfin moi, en l'occurrence, je te vois sourire. Mais moi, avec Monsieur Laborde, il les a relus. Donc à chaque fois, on mettait la pression parce qu'on lui envoyait le rapport. Il nous disait ça rentre pour quand ? J'ai combien de temps pour le relire ? C'est pour demain, ça serait bien quoi. Tu dis ça à un associé quand même. Montiel Laborde, un cabinet Montiel Laborde à l'époque, hein, c'était 300 mandats, 2 millions de chiffre d'affaires. D'accord, des petites sociétés entre 30 millions et 6 milliards. Voilà. Donc tu dis petite boîte, hein, avec 15 salariés, on lui mettait la pression. Alors lui, il allait au conseil d'administration pour valider une conso qui faisait plusieurs milliards et il se faisait chier avec ton rapport, qui était mal rédigé, en plus mal écrit quand tu les relis. Puis à chaque fois, il disait peut-être c'est quand même pas top ce que vous avez fait, vous ferez mieux la prochaine fois. On disait oui. Et puis on commençait, donc il avait toujours la patience. Et si tu veux, ça a été un associé où j'ai rarement vu des professionnels, si tu veux, avec un très haut niveau de compétence, mais qui ne se la pètent pas, et que quand même ils relisent tes travaux, ils ne se foutent pas de ta gueule. Ils ont de la bienveillance ? Ouais, de la bienveillance. C'était un des rares, alors que franchement, ce n'était pas des chefs-d'œuvre ce qu'on rendait, mais jamais il nous a dit, il s'est moqué, et après, de toute façon, il savait qu'on allait potasser nos mémoires, et il savait de toute façon qu'il y avait un effort. Après, il y a un gros gap entre tes rapports semestriels et ton mémoire. Voilà. Et après, nous, on a tous été diplômés quasiment. On était un peu une armée mexicaine. Si tu veux, il n'y en avait pas un à la fin. Une année, je crois, ou dans les dernières années où j'y étais, c'est plus trop le cas maintenant. Mais en gros, celui qui contrôlait la trésor, on était quasiment tous diplômés du DEC avec 6 ans, 10 ans, 10, 15 ans d'expérience. En gros, tu n'avais pas un junior qui sortait d'école il y a 6 mois. En gros, on s'est retrouvés, on était 3, on s'est regardé, on allait rigoler parce qu'on avait tous le diplôme d'expert comptable, quasiment autour de la table. Donc, tu avais un très haut niveau de qualité pour des dossiers d'audit. Donc ça, c'était cool. Et après, globalement, le mémoire, après, ça a été un peu plus... donc le stage s'est bien déroulé, les écrits... j'ai pas ressenti le stage comme une contrainte, en fait. Ça s'est fait globalement, naturellement. Tu as le e-learning qui est plutôt bien fait, on t'apprend le truc. Mais après, tu apprends la réalité du métier, vraiment, quand tu bosses en cabinet. Est-ce que tu n'as pas eu du mal sur le changement ? Je sors de mon DSCG où c'est vraiment théorique. On t'est mis en pratique, toi ? Non, parce que j'étais en apprentissage. En fait, le cabinet Harris, je faisais de l'expertise comptable. J'en ai fait 1 an et demi. Donc, j'avais déjà fait des bilans. Et le cabinet Montiel, où je suis arrivé, si tu veux, t'avais déjà... c'était que de l'audit.
Mais ils ont apprécié mon côté que j'avais fait de l'expertise comptable. Donc, j'ai pas eu cette rupture. C'est quand je suis arrivé en cabinet, et puis précédent où j'ai fait mon apprentissage, j'ai fait de la tenue. Donc, tu voyais bien à peu près, c'est là que tu vois la dichotomie entre ce qu'on t'apprend au DSCG, où on t'apprend de la conso, de l'intégration fiscale que tu verras jamais, mais ça, c'est pas grave, et de la fusion, alors que la réalité de terrain, c'est que tu sais même pas faire une liasse d'un BNC. Voilà, c'est ça la réalité terrain. C'est qu'on devrait plutôt vous apprendre à faire une liasse, je dis ça aux étudiants qui nous écoutent. Faites une liasse, sachez faire une liasse de BNC avec la réintégration de la CGCRDS, voilà, des trucs tout bêtes. Parce que non, vous passerez pour un débile, vous aurez beau avoir votre bac plus 5, un BTS qui a 20 ans d'expérience, il sait plus de choses, et donc il faut avoir aussi l'humilité de savoir, de reconnaître qu'on n'est pas compétent au départ. Et c'est compliqué parce que les profs vous disent « Oui, vous méritez 3 000 €, vous êtes les meilleurs du monde ». Non, vous êtes des nuls, vous connaissez rien. Il faut avoir l'humilité pendant 2-3 ans, le temps d'acquérir les connaissances des anciens. Ouais, mais c'est frustrant, hein. Ça, on peut ça à comprendre aussi. On t'apprend à faire de la conso, tu crois que tu vas faire des grosses entreprises, alors que le besoin sur le marché, c'est de faire un contrôle TVA, de faire du BNC, du BIC, mais ça, Oui, alors après, certains vont faire que de la conso, bien sûr, mais c'est rare. En cabinet traditionnel, si tant est qu'il y a encore des cabinets traditionnels demain, bah, c'est quand même de la petite comptabilité, et c'est déconnecté de ce qu'on te demande au DSCG. Alors, sur la partie deck, difficulté, comment ça s'est passé sur tes épreuves? Tu nous as dit que tu as été fleur au fusil. Et comment tu as fait pour le préparer le second coup? Alors là, bah, j'ai suivi une formation, du coup, de 2 jours sur la préparation de la documentation, sur comment baliser ta documentation pour rechercher. Et puis après, bah, j'ai fait du bachoting pour la déontologie, quoi. Il n'y a pas le choix, hein. Donc, puis il n'y avait pas toute la documentation qu'on a actuellement. Donc, j'ai potassé au max de ce que j'ai pu, du coup, pour pouvoir réussir l'examen, quoi. Est-ce que tu as une méthode? Tu pourrais nous prendre. Il faut acheter mon bouquin. Déco sur le carré deck 2, c'est surtout, il faut emmener de la doc que tu connais. Si tu emmènes un code de commerce que tu n'as jamais ouvert, c'est pas le jour de l'examen qu'il faut l'ouvrir. Donc, il faut savoir l'utiliser au quotidien. Le problème, c'est qu'on a trop l'habitude d'aller chercher dans la documentation en ligne où tu tapes dans le moteur de recherche et tu sais même plus naviguer dans un mémento ou dans un code de commerce. Donc, c'est revenu aux fondamentaux, c'est que quand on te pose une question en tant que candidat, tu te forces à ouvrir le code de commerce et à te remettre en condition d'examen. J'ai la question, j'ai un temps limité pour répondre, il faut que je cherche dans la documentation et que je justifie ma réponse. Et en gros, quand tu réfléchis à ça, mais c'est ce que tu fais quasiment tous les jours, au final. Bon, c'était pareil, toi, l'année avant de passer les épreuves écrites, et ben, j'avais pris tous les mementos, papier, pour savoir répondre. On perd un peu de temps au début par rapport au traditionnel sur informatique, mais c'est ce qu'on nous demande, donc il faut s'adapter. Exactement. Ton mémoire deck, on va en parler. Ouais. Qu'est-ce qui représente ce mémoire deck? Est-ce que tu te rappelles du titre? Bien sûr. Ça, si tu oublies ton mémoire à terme, c'était les nouvelles obligations en matière sociale, sociétale et environnementale, guide d'application dans une coopérative agricole. En gros, je te le fais simple. En gros, tu avais la loi Grenelle 2 qui était sortie, qui imposait aux grosses sociétés, dont les coopératives agricoles, de mentionner environ 40 indicateurs dans leur rapport de gestion. C'est la CSRD d'aujourd'hui. Mon mémoire a 10 ans. Hein. Donc, c'était des problématiques que j'avais déjà balisées. Donc, j'ai fait tout un mémoire là-dessus, où comment tu produisais l'information en tant qu'expert comptable et comment tu la contrôlais en tant que commissaire aux comptes, avec des outils pratiques où j'avais listé tous les documents qui étaient produits par l'entreprise pour corroborer les informations, les indicateurs. Et pour chacun des indicateurs, j'ai dit s'il fallait faire un tableau ou du texte, et j'ai comparé ce que faisaient les sociétés cotées du secteur agricole, où j'ai regardé comment ils avaient répondu eux. Donc ça avait bien plu à mes examinateurs. Du coup, ça a été difficile pour toi? Ça a été très long. Je remercie ma sœur qui écoutera ce podcast, qui a relu énormément. Ça a été très long en fait, parce que tu t'es vraiment seul devant ta feuille. J'y ai passé des week-ends. Hein. Toi, et des week-ends où tu n'y arrives pas, où tu es déprimé, tu dis non mais je n'y arriverai jamais. L'avant-deck, avant de passer le deck, tu as l'impression que c'est une montagne. Une fois que tu l'as passé, c'est une colline. On est tous passés par là. Ceux qui pensent qu'on supprimera le mémoire, mais c'est une erreur. On sait que c'est dur, mais c'est l'épreuve qu'on a tous passée, on l'a réussi. Donc ça a été dur, ça a été long. J'ai galéré, voilà, entre le moment où tu as ta validation d'agrément, le moment où tu rédiges, après tu as des phases de doute. Tu dis, ah ouais, mais j'ai dit que j'ai dit ça dans le nom d'agrément, mais finalement je voudrais traiter tel aspect, mais comment ça va être perçu par l'examinateur? Enfin, tu psychoses. Et après, il y a aussi la soutenance blanche. Donc ça, j'ai fait des soutenances blanches pour me préparer à l'examen. Tu en es quand même fier de ce mémoire, et est-ce qu'il t'a permis de voir autrement? Il m'a surtout appris à rédiger. Quelque chose que tu n'apprends pas. Donc à structurer, donc j'ai aimé ça aussi, j'aurais pas fait autant d'articles. Hein. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, toi, c'est Monsieur Laborde qui m'a donné l'opportunité d'écrire dans la Revue française de comptabilité. Parce que la RFC, c'est pas t'es coopté, mais tu peux pas comme ça arriver, taper à la RFC, dire bonjour, je veux faire un article. Il faut qu'on t'ait pas présenté, mais c'est mieux, on va dire. Donc c'est grâce à lui que j'ai écrit. Donc j'ai amélioré ma capacité de rédaction grâce au mémoire. C'est important, oui.
Cette partie-là, il y a quand même un équilibre à avoir dans ta vie personnelle et professionnelle. Comment tu as réussi à gérer le fait que je suis au boulot, en même temps, quand tu as ton temps libre, il faut que tu prépares un mémoire, tes épreuves écrites, et que tu as aussi une vie personnelle. Comment tu arrives à gérer tout ça? Est-ce qu'il y a une méthode? Alors, je vais être totalement honnête. Ça va faire triste, mais Mais non. dire en fait, j'ai pas eu de vie perso. En fait, si tu veux, depuis que je suis à Paris, depuis 2010, j'ai fait que bosser. Non, mais réellement, en fait, moi, je bosse 6 jours et demi sur 7 depuis 2010, quasiment. On va dire même avant, 2010. Il y a jamais eu, j'ai eu des copines, hein, après, il y a pas de. Mais ça n'a jamais duré très longtemps, pour différentes raisons d'ailleurs, parce que je suis quelqu'un de chiant. Mais donc du coup, j'ai pas eu ces problématiques-là, si tu veux, à faire un équilibre vie privée ou de perso, parce que en semaine, j'étais en déplacement en audit, je faisais plus de 100 nuits à l'hôtel à l'année, hein. Et le week-end, je bossais avec Fred sur Compte Online, j'écrivais des articles, j'aimais ça. Donc si tu veux, je me suis toujours hyper investi au détriment, je le reconnais maintenant, comme j'ai eu 40 ans, oui, effectivement, c'est la décennie 30-40, j'ai pas eu la vie de monsieur tout le monde. J'ai beaucoup bossé, j'ai énormément taffé, on va dire. Mais je ne serais pas là où je suis maintenant, j'aurais pas créé le réseau que j'aurais créé si j'avais pas fait tout ce que j'ai fait. Est-ce que tu le vois comme un investissement maintenant? Comme une expérience que j'ai capitalisée. Voilà. C'était pas un investissement parce que tout ce que j'ai fait, je le faisais vraiment sans arrière-pensée à chaque fois. Tout ce que j'ai fait, que ce soit rapporteur général ou quand j'ai écrit des articles avec Fred, ou tout ce qu'on a fait, tout ce que j'ai fait, honnêtement, je regrette rien en fait. Et je n'attendais rien derrière en fait. C'est peut-être qu'on m'a reproché aussi d'ailleurs de ne pas avoir de vision purement mercantile de tout ce que je faisais. Donc j'ai pas, si tu veux, donc l'équilibre vie pro, vie perso. Enfin toi, mes parents, je rentrais une fois par trimestre en Bourgogne quasiment, et je rentrais un week-end. Donc toi, c'était quand même très limite. Les vacances, j'en ai pris à partir de 2018. Donc je parle de partir en vacances. Le reste, moi, je restais à Paris, en fait, où je restais au cabinet Montiel. Donc j'écrivais, je faisais autre chose, parce que j'avais pas les moyens, en fait. Malgré que j'avais quand même un revenu correct, parce j'étais auditeur, chef de mission, mais j'ai mis de l'argent de côté pour pouvoir m'acheter, parce que je savais qu'à un moment que je voulais m'installer, donc il fallait que j'achète un appart, donc il fallait que j'ai un emprunt, et que on n'allait pas me prêter, merci les banques d'ailleurs, une petite gratos, on ne te prête pas quand tu es libéral avec moins de 3 bilans. Donc du coup, je me suis dit, bon, faut taffer, il faut que je me mette un petit peu d'argent de côté pour pouvoir me faire mon apport. Donc en fait, j'ai taffé. Mais ouais, j'ai pas de souvenir, si tu veux, de 2010 à 2018, de faits marquants hors boulot. Alors, j'ai eu des copains après qui ont fait des choix de vie, qui ont eu des enfants, des mariages. Ouais, il y a effectivement. Mais j'ai plein de potes que j'ai pas revus. Là, mon pote qui est un pote de lycée, la dernière fois que je l'ai vu, toi, c'était il y a 10 ans. Donc, on me l'a reproché aussi de trop d'être que concentré dans le travail. Après, mes parents, parce que ma mère est décédée il y a 2 ans, ils ne m'ont jamais reproché quoi que ce soit de mon investissement du coup au niveau boulot. Pour eux, ça paraissait normal. Du moment que j'étais content de ce que je faisais, il n'y avait pas de problématique. Rétrospectivement, pour tous ceux qui ont les parents, si tu as les tiens, je vous conseille de ne pas oublier que vous les avez, parce que ce n'est pas une fois qu'ils sont partis que vous pouvez discuter avec eux. Donc c'est plutôt ça, en fait. C'est quand tu rentres dans la profession, on a un métier très exigeant. Le diplôme est hyper exigeant, donc si tu peux pas y aller en dilettante, en fait, c'est pas possible. Ou c'est voué à l'échec. Après, moi, je fais partie des ultras, des extrêmes où je taffe. J'ai pas de limite. Je suis un peu comme Elon Musk. J'ai pas de limitation. Moi, tu me dis, s'il faut bosser sur un projet 90 heures par semaine, je le ferai. Demande à Salah, ou même à Fred, ou tu as bien vu mes mails quand je reviens le matin. Je commence à 4 heures du matin. Quand il faut, il n'y a pas de problème. Je me lève à 3 heures, à 4, je suis au cabinet. Donc, l'avantage, c'est que j'ai pas beaucoup de déplacements pour venir au cabinet. Donc, voilà. Donc, je m'en sors comme ça. Du coup, j'ai pas cette problématique. Je suis mal placé pour parler de vie pro, vie perso. Je n'en ai pas eu. Et donc, je comprends les problématiques des gens qui ont des enfants ou, chapeau à eux, hein, de réussir à faire le deck et s'installer en ayant des enfants. Je ne sais pas comment vous avez fait. Hein. Là, vous êtes des survivors. Hein. Moi, j'ai pas eu ces problématiques-là. En fait, si tu veux, j'avais les mains libres pour faire ce que j'avais à faire en termes professionnels. Après, est-ce que tu penses que c'est réalisable aussi de tout faire, de tout réussir partout, perso, pro, tout? Alors, ça dépend de la définition que tu donnes à vouloir réussir. Ouais. Pareil, parce qu'après, c'est quelle est la rémunération que tu veux, quel est ton projet, qu'est-ce que tu as envie de faire. Donc, du moment que tu es en phase avec toi au moment où tu le fais, je pense qu'il n'y a pas de sujet. Et après, on n'a pas la même, t'as pas forcément la même, tu réussis pas de la même façon à Paris qu'en province. Bien sûr. Donc, ça y est, tu as eu le Graal, le deck. Et là, qu'est-ce qui s'est passé? Quelle a été l'opportunité pour toi dès que tu as eu ce diplôme? Tu t'es dit quoi? Alors, il ne s'est rien passé spécifique. J'ai acheté mon appart. J'étais au cabinet Montiel.
J'ai gratté une primo. J'étais en en disant, écoutez, moi, j'ai le deck maintenant, voilà, je mérite plus. Bon, il m'a lâché 1 000 euros. Bon, après, c'était un excellent psychologue, donc du coup, il a réussi on va dire, pas à me retourner, mais plutôt à faire en sorte que je sois content. Donc, 1 an et demi après, je voulais refaire de l'expertise. En fait, je voulais faire de l'expertise comptable. Et là, à un moment, je lui annonce, je sais plus, ça devait être en décembre. Et là, je lui fais, bon, bah voilà, je vais m'installer. Et là, il me fait, comment ça? Je lui fais, bah, je démissionne. Et puis, je m'installe. Il fait, non, mais Fabrice, c'est une blague. Je fais, non, non, voilà. Il fait, non, mais, ouais, non, mais, non, non, mais nous, non, non, vous allez rester. Bah, sinon, je suis encore libre de démissionner. T'en as pas discuté du tout? Non. En fait, après, il m'a dit, oui, bah, on pourrait peut-être, nous, le cabinet, on a les trésors, on pourrait peut-être racheter un cabinet, puis vous le managez et tout. Je dis, ouais, enfin, vous faites de l'audit, avec quand même des taux horaires bien plus élevés. Vous connaissez pas l'expertise comptable. C'est mort. Du coup, c'est mort. Puis en fait, il pensait que j'étais pas capable d'aller jusqu'au bout. Et en fait, on s'est revu pour l'anecdote en 2018. En fait, donc j'ai créé mon BNC en 2016 et j'ai créé un deuxième cabinet en 2018 pour plein de raisons, avouables et de l'avouable. Et en 2018, en fait, donc j'ai bossé en sous-traitance pendant 1 an et demi avec eux. Et en fait, en 2018, j'ai stoppé parce que ça venait trop chaud, parce que j'étais en déplacement avec eux, mais je parlais à mes clients au téléphone, il y a des DAF qui m'ont entendu, ils voyaient bien, quand tu parles d'un BNC, ils se doutent bien que c'est pas tu parles pas de la COP. Hein. Donc ça devenait tendu, on m'a fait comprendre qu'il fallait que c'était terminé, il fallait que je parte. Et en fait, je suis parti, et 2 mois après, il me rappelle, donc je vois un coup de fiche, oh putain, il y a un problème sur un dossier, vas-y, non, c'est pas possible. Et en fait, pas du tout, il me fait, Fabrice, voilà, votre remplaçant, ça va pas du tout, on l'a viré. Il dit, vous savez, moi, je perds pas de temps. Il dit, voilà, on l'a vu avec tous les cabinets, avec les collaborateurs, on a voté à l'unanimité, vous allez venir avec nous. Chaque année, on faisait en fait une sorte de séminaire d'entreprise, mais c'était généralement en région parisienne, parce que M. Montiel, lui, à 14h, bamos la playa, il se cassait, quoi. Donc, du coup, il fallait que ça soit à Paris. Et là, il m'annonce, donc je lui dis, ouais, ok, très bien, bon, où est-ce que ça va être Val-de-Marne, 94, 95. Il fait, non, non, cette année, il dit, on a mis le paquet, on part une semaine en Islande. Tout frais payé, vous venez. Ouais. Je dis, ouais, moi, je peux pas, je suis contrôleur de stage, c'est compliqué. Mais il me dit, bah, vous appelez l'ordre et vous dites que vous n'êtes pas dispo. Je dis, sur mon titre, ça marche pas comme ça. J'ai des dates, on vous les donne, et puis vous les prenez, mais c'est pas vous. Je dis, là, c'est chaud. Je dis, vous vous rendez compte et tout. Donc, j'appelle l'ordre, ils me font, ouais, machin, je crois que j'avais. Donc, je dis, bon, j'arrive à négocier, je suis parti avec eux. Et à un moment, on se retrouve tout seul, en plein milieu de la campagne en Islande. Et il me fait, alors, vous y arrivez? À l'époque, j'avais 30 000 euros de chiffre d'affaires. Hein. Il me fait, alors, vous y arrivez? Vous en sortez? C'est pas tout bien. Je dis, bah. Puis j'étais heureux, moi, 30 000 balles. J'y fais, bah, j'ai quand même 30 000 balles et tout. Il dit, vous savez, il dit, honnêtement, je suis super fier de vous. Et puis en plus, je me suis lancé, il n'a pas voulu de rupture conventionnelle. Donc, je suis parti sans chômage. Il me dit, je vous admire, sans chômage, création, ouais, sans rien. Il me dit, franchement, je suis très content pour vous. Il dit, si vous y arrivez, il dit, ça sera dur, mais vous serez d'autant plus fier quand vous allez réussir, il dit, plusieurs années après. Donc toi, ça m'avait marqué, comme quoi j'ai gardé des bonnes relations avec eux, parce que les associés maintenant du cabinet, je les connais bien, j'ai encore des relations avec eux. Il y en a un qui était au dernier webinaire que j'ai fait, qui est venu, qui m'a fait la surprise. Puis c'est des potes, donc c'est différent. Donc si tu veux, donc il y a eu le deck, je l'ai eu. J'ai assez rapidement voulu m'installer parce que comme tu l'as dit, quand on en a discuté tout à l'heure, ce côté entrepreneurial. Donc je savais, en fait, je voulais pas faire. En fait, je serais resté, je serais bien payé, je serais monté, je serais peut-être venu associer avec eux. Mais je n'aurais pas créé ce que j'ai créé maintenant. Je n'aurais pas eu la même liberté d'aller au Digital CPA, d'aller à Countex, de créer des logiciels, d'être libre. En fait, j'aurais été encore 100 nuits à l'hôtel, en déplacement, en audit, et c'est plus ce que je voulais. En fait, j'avais passé le cap de ça, en fait. Est-ce qu'on peut parler de cette partie où ils t'ont accompagné au début, le fait de soit en sous-traitance? Ça arrive souvent, ça? Ouais. Alors, sauf que j'ai mal négocié le taux. Mais bon, M. Montiel était un très bon commercial. Ouais, ça m'a mis le pied à l'étrier, si tu veux, ça m'a permis, mais ça payait, c'était pas rentable. Par rapport à un salaire de chef d'émission en audit à Paris, tu te doutes bien, je ne vais pas dire le taux horaire, parce que maintenant il y a prescription, mais ça faisait pas le taf. Du coup, c'était vraiment pour te lancer au départ. Et ce qui m'a d'autant plus motivé à trouver de la clientèle, parce que voilà, je perdais quand même tu parles d'un statut de cadre, où tu pars... un auto-entrepreneur, quoi. Enfin, non, mais clairement, tu n'as pas le même niveau de rémunération qu'avant. Donc, c'est compliqué les premiers temps, en fait. Surtout quand tu dois t'équiper en logiciel, parce que maintenant, tu n'as pas besoin d'acheter de serveur, mais tu multiplies les licences. Et quand tu fais le calcul, les éditeurs sont bien mignons, bien tout ce que tu veux. Mais quand il faut payer, quoi. Donc, c'est compliqué. En quoi, toi, l'obtention du DEC, ça t'a influencé après sur ta trajectoire professionnelle? Est-ce que tu penses que le DEC, ça t'a ouvert certaines portes, t'ont permis d'avoir une certaine stature face à certains clients? Alors là où on était, non, j'étais très content, mais non, dans le cabinet où j'étais, non. Après, ça m'a permis, c'était le passeport pour te dire qu'est-ce que je fais. Est-ce que je vais en entreprise? Est-ce que je reste là en espérant devenir associé? Ou est-ce que je fais une création ex nihilo? Ou partir à l'étranger? En fait, toutes les cartes sont sur la table, tu n'as plus qu'à décider.
C'est ça qui est fabuleux. Le deck, pour moi, il a deux valeurs cardinales. La première, c'est que c'est le meilleur ascenseur social. La preuve, hein, j'en suis un exemple, c'est que ça te permet d'où que tu viennes, tu peux. Le deck, il coûte rien. Le deck, il coûte pas. C'est pas une école de commerce à 10 000 balles l'année. Hein. 10 000 balles, je suis gentil. Donc c'est pas du tout. On va dire que c'est gratuit quasiment pour l'obtenir. Tu peux le passer. Ton stage, tu le fais en alternance. Et après, ton deck, il t'ouvre des portes, mais fabuleuses. Tu peux être en entreprise, t'installer, créer ton cabinet. Enfin, tu fais ce que tu veux. Et c'est ça, pour moi, l'intérêt principal du deck, d'aller jusqu'au bout, d'avoir la patience et d'avoir la niaque pour arriver jusqu'au deck. Il y a des personnes, des événements dans ta vie qui ont dû forger ce parcours. Est-ce que tu veux qu'on en parle? Tu veux dire, ouais, alors c'est plutôt par rapport à mon profil psychologique d'avoir la niaque comme ça. Non, ou de manière générale, est-ce qu'il y a des événements que tu te rappelles là? Tu pourrais me dire, ouais, ça, j'en suis content, j'en suis fier. Ou tiens, ces personnes-là, quand même, ça a été des mentors pour moi. Ah, des mentors, d'accord. Pas des aspects négatifs de ma vie qui m'ont fait devenir. Ok. En positif, il y a eu ma sœur, hein, bien entendu, qui m'a toujours soutenu, mon beau-frère. Hein. Parce qu'en fait, mes parents ont été pendant un moment, on va dire, fichés Banque de France, sans faire de détails. Du coup, en fait, je leur ai donné mon prêt étudiant. Quand je suis arrivé à Paris, je leur ai donné mon prêt. Donc, j'étais à poil à Paris. Voilà, clairement. Et du coup, c'est mon beau-frère qui s'est porté caution pour mon prêt, du coup, qu'il a fallu faire. Du coup, il est plâtré par un train pour. Si je suis expert comptable connu, c'est grâce à lui, hein, techniquement parlant. Donc, mon beau-frère, qui est quelqu'un de hyper adorable, qui se sent mal à l'aise face aux experts comptables. Alors, je leur dis, tu sais, je parle devant. Je les forme et je les maintenant et je fais des conférences devant eux. Hein, donc, t'as pas à être mal à l'aise, c'est des gens normaux. En principe. Ma sœur, après, voilà, globalement, après Monsieur Laborde, hein, bien entendu, sans lui, je pense que ça a été une image, si tu veux, de là où je voulais aller. De Madame Baroni, qui fait que, en fait, c'est des concours de circonstances. En fait, j'ai pas me lever un matin en disant je voulais passer le deck. C'était des parcours aux différentes étapes de ma vie. Monsieur Rossi, Monsieur Frédéric Rossi, toi que j'ai rencontré très tôt parce qu'on s'est connus en 2005. Je ne sais pas, parce qu'il a l'ID hein, sur le serveur de combien on est. Donc, on parle de ton ID, il sait si tu es ancien ou pas sur le site. Donc, on s'est connus là. J'ai fait partie des modérateurs en 2007. Et on a commencé à professionnaliser le site, je dirais, 2010, 2012, dans ces eaux-là. Donc, ça s'est fait. Et après, j'ai rencontré notamment à Paris des gens fabuleux. Toi, genre Laurent Benoudiz, toi, Virginie Roitman, toi, des gens, Julien Tocard, enfin, des gens. En fait, première fois que j'ai rencontré toi, Julien, il était président du conseil régional de l'ordre, d'accord. Et je suis venu avec Fred pour présenter Compte Online. Et il nous a reçus dans le bureau. Moi, t'imagines, c'est petit stagiaire, et du coup, tu rencontres le président du conseil régional. Il te met super à l'aise. Il dit, ouais, t'inquiète, ton deck, ça va le faire. Si tu poses bien, il n'y a pas de souci. Bon. Alors, Virginie Roitman, on l'a rencontré avec Fred quand on l'a rencontré lors de la commission d'exercice illégal, parce qu'à l'époque, Compte Online, il y avait des messages, mais on voulait montrer qu'on voulait faire de la pub pour l'exercice illégal. Et après, j'ai rencontré d'autres personnes, ce qui a fait que j'ai eu un engagement syndical pendant un temps. Notamment, je me suis fait lyncher, je peux le dire, hein, par François Savès et son avocat, parce que à l'époque, j'étais arrivé. Non, mais je vais dire les noms, hein, parce que du coup, c'est comme ça qu'on fait des gens vont vers un organe syndical ou un autre. Parce qu'en 2000, je ne sais plus à l'époque, je venais d'arriver, donc j'étais petit, même pas stagiaire expert comptable. J'ai été à leur congrès et en fait, était apparu un message sur Compte Online. Quelle est la différence entre l'IFEC et ECF? Voilà. Il y a eu un message où ça fait toujours marrer tout le monde. Je ne veux pas rentrer dans la politique. En gros, le message disait, quelqu'un a répondu en disant ECF, c'est les petits cabinets, IFEC, c'est les gros, très caricatural. Et du coup, elle m'a dit oui, on va porter plainte, machin. Donc, t'imagines, toi, tu as quand même un président d'un syndicat, futur président potentiel du Conseil national, qui te lynche. Et en fait, après, j'ai rencontré Julien et Laurent. Donc, je pense qu'ils étaient en période d'élection, c'était tendu. J'en veux pas personnellement. Hein. Et après, j'ai rencontré Laurent et Julien lors des élections quand ils ont gagné ECF. Hein, quand ECF avait rencontré, j'avais été à la soirée. Puis, Laurent est quelqu'un qui te met globalement à l'aise, on va dire. Puis Julien aussi. Puis Virginie aussi. Donc, Laurent, Julien et Virginie. Donc, c'est là que je les ai rencontrés. Donc, en fait, j'ai rencontré des personnes au fur et à mesure de mon parcours. Puis après, il y a eu Sana, qui est quand même un gros morceau, entre guillemets, où c'est grâce à elle que j'ai été nommé rapporteur. En fait, si j'ai eu mon poste de rapporteur, alors même théoriquement, c'est le président qui décide, et théoriquement, tu mets un membre des deux syndicats, donc il se trouvait que j'étais du bon syndicat adverse, entre guillemets, j'étais le couillon utile, on va dire ça, mais surtout, elle m'avait repéré par rapport à mes compétences, et du coup, on m'a reçu, ils m'ont accepté en tant que rapporteur, alors que théoriquement, tu n'es pas rapporteur général du Congrès, je ne sais plus quel âge j'avais, mais j'étais hyper jeune, quoi. Je venais de créer le cabinet, donc le cabinet avait 2 ans. Donc ça a été un challenge, parce que rapporteur général du Congrès, si tu fais le taf, c'est à mi-temps à la fin, quasiment. Tu passes plus de temps à l'ordre que ton propre cabinet. Ça a été quoi, du coup, les plus grands défis que tu as dû surmonter à ces moments-là, à ces expériences?
Tu me parles du rapport en tant que rapporteur. Le stress, la question de la légitimité, ce que j'appelle le principe de l'imposteur. Tu te dis, mais pourquoi moi? Parce que quelles compétences j'ai? Enfin, par rapport à des gens. T'étais jeune en plus. Ouais, bien plus jeune en plus. Puis on te dit pas que tu vas parler devant 6000 personnes. Ça, c'est un petit détail. On te dit non, mais t'inquiète, il y a les permanents, ils vont t'aider à construire le truc. Et en fait, c'est un énorme taf. Enfin, c'est monstrueux. Enfin, si tu veux vraiment le faire à fond. Puis t'as Charles René, quand tu vois ton président de ton conseil national, qui est quelqu'un d'adorable. Toi, on l'a quand même dit, c'est quand même le seul président où on a dit à l'Assemblée nationale, on dit Charles René, l'IFAC, on s'en fout. Enfin, tous les confrères s'en foutent. On fait pas venir un président. Enfin, Charles René nous répond, ouais, c'est tendu quand même. Puis on dit, Charles René, votre intervention, en fait, on voudrait la diviser par deux. Par contre, on va faire venir un orchestre symphonique. Et là, il fait, ah ouais, quand même, putain, vous êtes sûr? Tu dis, vous vous rendez compte du risque? Parce qu'il dit, ça peut être doublement interprété. Soit on va vous dire, vous avez une grosse tête, on fait venir un orchestre. Et on dit, non, mais c'est pas nous qui allons diriger l'orchestre. On a toute pour ceux qui s'en souviennent, on a dit, on va prendre quelqu'un dans la salle, au hasard, et on va lui faire diriger l'orchestre. Et le but, c'est de donner une idée clé derrière, en fait. Et ça a super bien marché pour ceux qui s'en rappellent, parce que en fait, tu vois si une plénière du Congrès marche bien, c'est si les gens se cassent avant la fin. Et nous, non, clairement, donc du coup, là, nous, les gens sont restés. Et on nous en parle encore avec Sana, de ce qu'on avait fait en 2019 à Paris. Est-ce que ça t'a donné, comment dire, après cette partie-là, plus d'épaules, tu t'es senti, je suis capable de faire des grosses choses, des belles choses? Non, ça a été une expérience. J'ai pas forcément tilté, en fait. Alors, ça m'a fait connaître, entre guillemets. Et pour l'anecdote, 5 ans avant, avec Fred, on était, je ne sais plus pourquoi, on avait le stand Compte Online qui était sur le stand de QuickBooks venait d'arriver. Et il y avait Dex, je me rappelle Dex, ils étaient 3, il y avait Florent du Jardin, il y avait ils étaient 3, il y avait Aurore Soulas et il y avait Geoffrey Neuzeran. Ils étaient les 3, globalement, je crois de mémoire, si je ne dis pas de bêtises, ils me corrigeront. Est avec QuickBooks et il y avait Compte Online. Mais Compte Online, Fred va te dire, mais j'ai rien à vendre aux experts comptables. Et puis les gens Compte Online, vous faites de la compta en ligne? Non, pas du tout. Là, du coup, et en fait, pour la et toi, jamais je me serais dit, 5 ans plus tard, je serais dans la plénière parmi les rapporteurs généraux, quoi. Comme quoi, finalement, les choses peuvent aller très très vite. C'est des opportunités, comme tu dis. Quel conseil tu pourrais donner à nos aspirants? Quel message tu pourrais adresser à ceux qui hésitent à s'engager dans ce parcours-là, qui est exigeant? Alors, ça dépend à quel niveau ils sont, j'ai envie de dire. Alors, est-ce que la question qu'il faut vous poser, c'est est-ce que vous aimez vous faire mal? Non, c'est un métier passionnant, mais on a des changements assez importants, j'ai envie de dire, qui sont structurels, qui sont en train d'arriver. Moi, perso, je vois le monde de l'expertise comptable demain va changer. On va avoir une concentration des cabinets, donc ça va être compliqué. Du coup, je pense pas qu'on aura de l'exercice libéral au sens des gens seuls, ou si des gens comme toi et moi, parce qu'on a des profils atypiques et on fait pas le métier traditionnel. Moi, encore plus que toi. Enfin, moi, j'ai en volonté de la réduire. Donc, réfléchissez bien, j'ai envie de dire, c'est un métier passionnant, c'est un vrai ascenseur social. Je veux dire, il n'y en a pas d'autre, hein, clairement. Clairement, je n'aurais pas mon patrimoine actuellement si je n'étais pas devenu expert comptable. Donc, j'ai cette chance-là. On a encore la reconnaissance de nos clients, donc ça, c'est quand même sympathique. Voilà. Mais le métier devient difficile parce qu'on a quand même l'administration fiscale qui est quand même à voir si elle est partenaire ou adversaire, chacun jugera. L'URSSAF, donc ça devient de plus en plus technique et les collaborateurs ne sont plus ceux. Je pense qu'on était la dernière génération, à tort ou à raison, à accepter certaines choses qu'eux n'acceptent plus. Voilà. Donc de bien réfléchir à 2 fois, parce que c'est long, c'est dur, on le sait, on l'a fait, c'est faisable, mais voilà. Et après, c'est pas le deck, c'est bon, je suis riche. Non, si vous voulez faire une création ex nihilo, vous allez encore galérer. Vous allez redescendre d'un cran. Du coup, donc c'est une remise en question perpétuelle. C'est une nouvelle montagne ou une nouvelle colline après. Tout à fait, c'est une nouvelle. Donc, il faut être bien. Et à chaque fois, le problème, c'est que quand tu regardes, quand tu te retournes et que tu regardes ton passé, tu dis, oh, je suis un balade d'avoir fait ça. Tu te dis, mais pourquoi je me suis infligé ça? Et après, au final, tu le fais, quoi. Allez, on arrête dans ta partie présent maintenant. À quel moment tu as ressenti que tu avais réussi professionnellement? Et est-ce que tu pourrais nous partager une petite anecdote? Parce que quand même, tu viens de le dire, tu es parti donc d'une famille assez modeste. Et maintenant, tu es expert comptable, le plus jeune de France rapporteur. Quand tu regardes derrière, oui, c'est du boulot, mais tu es fier? Non, en fait, tu vois, non, mais ça peut. T'as dit non direct. Non, mais en fait, par exemple, tu vois, tu as Guillaume Thomas, par exemple, tu as un confrère. Lui, il a un cabinet, il doit avoir 10 fois ma taille en termes de chiffre d'affaires. Je parle même pas de Gilles Bosiger qui va nous écouter. Alors lui, je l'ai connu pour info, je l'avais aidé à faire des soutenances blanches avec Sabrina. Donc maintenant, ça va être potentiellement mon futur président. Donc, c'est mon président dans 2 ans, puis par un jour peut-être, je l'espère pour lui, président du national. Donc tu te dis, puis il a un cabinet, il a 50 collabs, je crois. Enfin, toi, il a un truc, il a racheté des cabinets, ça devient un vrai businessman. Donc je me dis par rapport à eux, est-ce que j'ai réussi?
en fait. Et c'est là que tu dis, moi, je suis un ultra technicien, clairement. Toi, je fais de la programmation, je fais des trucs que 99,9% des experts ne font pas. Donc, et puis Gilles, il a eu sa petite fille il n'y a pas longtemps. Guillaume, je crois qu'il en a 3 ou 4. Je vois d'autres, Anna, elle a 2 enfants. Sana, elle a un enfant. Moi, j'ai pas ça, en fait. Donc, tu te dis, ça dépend par rapport à quoi tu te compares. Donc, je me dis pas, j'ai réussi. Si j'avais réussi, j'aurais 10 millions sur mon compte bancaire et je serais à Dubaï. Non, je suis à Agnières-sur-Seine, je suis très content, j'ai 2 collabs. Donc, ça dépend. Quelles sont tes métriques? En fait, sur quel logiciel, entre guillemets, tu fonctionnes intellectuellement pour savoir si tu as réussi ou pas. Et moi, j'ai pas. Oui, par rapport à mon passé, par rapport à ma famille, oui, globalement, je suis content. Par rapport à Fabrice de Chalon-sur-Saône, à Fabrice maintenant qui est à Agnières. Je ne dirais pas que j'ai réussi. Non, je pense qu'il y a encore tout à prouver. Si tu veux, tu peux. Ma crainte, c'est le déclassement social. Plus tu montes, quand tu es en bas de l'échelle sociale, t'as pas peur d'être en bas. En fait, moi, tous mes potes, il y en a certains qui sont finis en prison. Enfin, si tu veux, quand t'es en bas, vraiment du bas de l'échelle, donc tu galères. Donc, j'étais plus à gauche de l'échiquier politique, tu l'as compris à l'époque. Tu galères, tu te rends pas compte. Par contre, une fois que tu montes, t'as peur de perdre ce que tu as. C'est pour ça que je suis très frileux sur le commissariat aux comptes, sur accepter les trucs. J'ai trop peur d'être mis en cause en responsabilité. J'ai trop peur qu'on m'enlève ce que j'ai durement acquis. Tu vois, c'est ça. Donc, ça te crée du stress que je n'avais pas avant. Quand t'as rien, t'as rien. On l'a vu avec le phénomène des Gilets jaunes. Quand t'as rien, honnêtement, les Gilets jaunes auraient été quand j'avais 18-20 ans, j'aurais été avec eux. Réellement, en fait. Parce que quand t'as rien à perdre, que t'as pas de quoi bouffer et que tu vois des injustices, pour ça que je ne supporte pas l'injustice et que je défendrai tous les outils, tout le monde a parlé tout à l'heure, tous les outils que j'écris à chaque fois, tout ce que je fais, tout ce que j'ai produit, il y a comme une vocation pour aider le petit, c'est pas péjoratif, parce que j'en suis un, le petit expert comptable. Pour pas qu'il y ait distinction entre nous, entre les gros cabinets qui ont les moyens de se payer des gens payés à temps plein pour faire ce que je pourrais être chez les gros cabinets. Mais dans tous les outils, j'ai toujours voulu mettre à disposition des confrères des petits outils, des petites choses pour les aider dans leur quotidien, pour qu'on soit tous égaux au final. Donc, je ne sais pas comment on pourrait le dire en synthèse par rapport à Fabrice, pour répondre à ta question, par rapport au Fabrice... je sais pas. Fabrice de 2007, il voyait pas ça en fait. Il savait pas où il allait. Je sais pas où je vais maintenant. Mais du coup, ouais, je sais pas. C'était flou en fait. Et j'avançais. Mais t'avais pas, comment dire, t'avais pas l'objectif en fait. T'avais pas la vision à moyen long terme de dire où je me projette. Je me suis jamais projeté. Je fais ce que j'ai à faire. Point. Voilà. Et j'avance avec mon pénible de chemin. Sauf qu'arrivé à 40 ans. J'y croyais pas à la crise de la quarantaine, mais tu réfléchis vraiment à te dire, mais putain, qu'est-ce qu'on fait, quoi? Où je vais, quoi? Est-ce que je suis la souris dans ma roue à tourner? Est-ce que je peux encore tourner plus vite? J'en ai encore sous le capot, malgré tout ce que je fais. Est-ce que j'accélère encore plus? Ou te dis, non, est-ce que je prends peut-être du recul, à réfléchir, à garder du temps pour moi, peut-être rencontrer un jour quelqu'un, j'en sais rien, me dire, peut-être trouver d'autres sources d'épanouissement qui ne soit pas que du pro. Parce que c'est ceci ce que mes ex m'ont reproché, c'est que je ne parle que pro. Tu m'interroges en dehors de choses. Avant, je voyageais pas. Donc, voilà. La culture, tu viens d'un milieu, je veux pas caricaturer, mais quand tu viens d'un milieu populaire, tu t'intéresses pas... tu vas pas voir l'orchestre symphonique, quoi, si tu vois ce que je veux dire. Donc, du coup, t'as pas cette fibre-là. Donc, on va pas aller faire une expo, à Paris, quoi. C'est pas ça du tout. Donc, tu as une vision différente de là où la vie t'emmène. Donc en fait, quand tu avances au fur et à mesure, pas à pas, sans vouloir, on va dire, avoir d'objectifs précis. Sauf qu'arrivé à un moment, tu dis, j'ai de la trésorerie, j'ai une assise financière qui me permet maintenant de voir l'avenir, d'avancer sereinement. Parce que le problématique qu'on a, expert comptable, c'est que tu vas prendre un collaborateur, un deuxième. Moi, j'en ai 2, mais 3, 4, 5, 6, 7. Sauf que tu vas additionner les collaborateurs, multiplier les emmerdes. Et le problématique, c'est que tu ne vas pas te préparer pour l'avenir. Et la vague qui est en train d'arriver, je ne parle même pas de l'IA, mais la facture électronique, pré-remplissage de la TVA, les problématiques de recrutement. Demain, les agents IA, tu as vu comment ça évolue en 2 ans, dans 10 ans, t'imagines? Tu te dis, on va être confronté à un tsunami. Est-ce que toi, tout seul, ou avec 3-4 collaborateurs, 7-8, est-ce que tu es équipé pour faire face à cette vague? Et c'est ça la problématique. Mais comme tu es occupé par le quotidien, tu manques de lucidité pour survoir l'avenir. Et c'est ça qui est dangereux, en fait. Parce qu'il faut savoir lever la tête. Et moi, j'ai l'occasion, comme tu sais, de voyager avec Romain. Enfin, on va au Digital CPI à Context. Et on discute beaucoup. Il a un cabinet à Besançon plus gros, mais on partage les mêmes problématiques parce que c'est aussi un technicien. Mais on a la lucidité, le fait qu'on s'extrait de notre cabinet, de notre quotidien, pour partir à l'étranger. C'est pas pour faire la fête. C'est qu'on va vraiment aux événements pour voir un petit peu ce qui se dit, ce qui se fait. Et tu réfléchis sur ton cabinet, sur l'avenir. Et c'est aussi une question que je voulais aborder avec toi. Tu es l'un des seuls, justement, où... aller au Digital CPA, à un Context en Angleterre. Et pourquoi tu veux voir justement l'avenir? Mais c'est quoi que tu veux essayer de trouver là-bas? Est-ce que tu peux nous expliquer?
Alors, on a souvent le mythe de dire les anglo-saxons font meilleur que nous. Non, ils n'ont pas la même approche que nous par rapport aux clients. Ils ont notamment la notion de service client qu'on n'a pas. Nous, en fait, notre client, c'est l'administration fiscale. On dit le contraire, mais on se mentir. L'alias fiscal, elle sert à quoi aux clients? On parle de serfateur pour certains. Voilà, serfateur. Bon, après, OK. Donc, tu te dis, il y a peut-être des bonnes idées à les prendre chez eux. Et ils sont peut-être en avance parce qu'ils n'ont pas la prérogative d'exercice chez eux. Il n'y a pas le monopole des experts comptables. Donc, du coup, tu te dis comment et finalement, ils arrivent à bien vivre au final. Et ils ne sont pas si en avance que nous par rapport au niveau logiciel. C'est juste que la compta est plus simple que chez eux. Ils n'ont pas vraiment de plan comptable. Ils adaptent un plan comptable par rapport à leurs clients. Donc, c'est quand même des enjeux différents des nôtres. Et tu te dis, demain, la profession, c'est peut-être là où on va évoluer à terme. Et sauf qu'ils te disent des choses très vraies quand tu discutes avec eux. On parlait des attestations. Et là, ils te disent, vous en France, vous facturez combien l'attestation? Donc, tu traduis en dollars, tu dis, waouh. Mais tu dis, mais c'est pour les attestations pour obtenir quoi? Je sais pas, un prêt à 500 000 euros. Il dit, mais vous facturez 500, 1000 euros l'attestation pour un prêt à 500 000. Il dit, chez nous, c'est 10 000 $, 15 000 $. Il dit, votre client, sans l'attestation, il n'a pas. Donc, il dit, vous sous-valorisez votre attestation. Il dit, ça a une vraie valeur, l'attestation. Il dit, sans vous, votre client ne peut pas faire. Mais il dit, une compta, il peut la faire tout seul. Il n'a pas besoin d'un expert comptable. Et là, en fait, ça te permet de dire, ah ouais, finalement, on galère sur la tenue comptable, mais on ne vend pas assez cher les missions à valeur ajoutée, ou les attestations, vraiment, à côté, quasiment, on les donne. Tu as beaucoup d'experts comptables qui ne sont même pas chiés à faire une lettre de mission, qui donnent l'attestation sans même se poser de questions. Certains ne la facturent même pas. En plus, ça pose la question de l'assurance. Mais tu as quand même un enjeu à te dire, c'est pour ça qu'on va. Et puis surtout, j'y vais aussi, il le sait, mais Romain, on discute beaucoup, parce que ça permet aussi, comme tu as le décalage horaire, tu n'es plus dérangé par les clients et les collabs. Et puis lui, il a quoi à gagner à me dire la vérité sur mon cabinet? Rien. Au final, il a tout intérêt à me dire la vérité, puis moi, lui dire ou telle façon de procéder, c'est pas bon. Donc, c'est comme ça, c'est un échange qui est mutuellement enrichissant. Donc, c'est pour ça, et on fait pas que, on fait Accountex, on fait Accountex au mois de mai, on fait le FIC au mois d'avril, donc c'est le forum cyberdéfense à Lille, qui est 2 jours. On fait le Web Summit à Lisbonne, qui est au mois de novembre. On fait le Digital CPA, qui est au mois de décembre. Après, il y a le congrès, qui est au mois de septembre. Tu as les universités d'été aussi au mois de septembre, en général. Voilà, donc tu as suffisamment d'événements déjà pour pouvoir réfléchir et prendre du recul. En toute honnêteté, des événements, je n'y vais pas pour les partenaires. Je m'en fous. Enfin, si, pour les rencontrer et discuter avec eux, ça fait plaisir de les voir, hein, bien sûr. Mais je vais surtout pour voir les confrères et discuter avec les confrères. C'est ça qui m'intéresse le plus. Donc tu voyages? Ah clairement, puis surtout que contrôlable, contrôle qualité. Enfin, j'ai l'occasion de rencontrer les confrères à de multiples occasions. Du coup, c'est quoi pour toi une journée ordinaire dans ton cabinet? Il n'y a pas d'ordinaire. C'est notre métier. Monsieur Montiel, il disait mon métier, c'est de gérer les merdes. En gros, c'est de gérer chaque matin les problèmes des collabs, si tu veux, ou des clients. En fait, tu es là pour gérer, soit tu fais un peu de prod, voilà, mais moi j'ai mon assistante pour faire ça. C'est plus pour les questions des clients. Après, la lecture de la doc, donc m'enrichir. Je suis beaucoup sur YouTube, à lire, à voir ce qui se fait. Pas trop, moins sur les réseaux sociaux. Je communique, mais je passe pas mon temps sur les réseaux sociaux. Après, c'est discuter avec les gens, avec Sana, avec Romain, avec toi, avec le groupe qu'on a, avec Fred. Tu as vu, il y avait un message tout à l'heure. On échange régulièrement. C'est pour essayer de se tenir au courant, malgré que je vois pas tout ce qui se passe. Puis après, il faut aussi que je lise ma documentation professionnelle, que je me maintienne mes obligations de formation en tant que commissaire aux comptes, que je code, donc que je lise des tutos de code, que je teste moi-même. Donc, je m'ennuie jamais, en fait, si tu veux. Et j'ai la liberté, c'est que le matin, quand je vais en cabinet, je fais ce que je veux. Dans le sens... Alors, je veux juste dire aux jeunes qui veulent s'installer, ne croyez pas que vous aurez la liberté de votre temps. Vous serez l'esclave de vos clients. En fait, oui, je pourrais très bien la partir si je le souhaitais. C'est un de mes rêves au début, quand j'ai conçu le cabinet, de dire, tiens, je partirais bien, genre le jeudi, vendredi, je vais à Amsterdam, je bosse le matin et l'après-midi, je visite. Mais en fait, même en étant... Je pense que j'ai jamais été aussi productif quand tu es ton propre patron. Je dis pas que vous glandez, vous les salariés, mais je l'ai été. Mais en fait, quand tu es salarié, on te paye pour un temps de travail. Ouais. Que tu fasses ton travail en 35 heures ou en 25 heures, c'est kiff bourricot. Quand tu es un tronc compte, mais les 25 heures, si tu peux automatiser à fond, tu le fais. Sauf que les 10 heures de plus, tu vas prospecter, tu vas reprendre des nouveaux clients, en fait, tu seras occupé. Donc, tu n'as pas cette liberté-là. Et c'est ça qu'il faut réussir à pas péter un boulon, parce que tu as quand même beaucoup d'experts comptables qui pètent des boulons. Moi, je fais tout pour ne pas péter de boulon. Mais à un moment, c'est où tu mets la limite, quoi, parce que sinon, c'est sans fin. Donc, c'est plutôt ça, pour répondre à ta question. Tu as une différence entre période fiscale et hors période fiscale sur ton temps ou pas du tout? Non, en fait, l'objectif, c'est de terminer. Là, on a fait 50% des bilans. Là, on est le 23 janvier, je ne sais pas quand tu as publié, mais 23 janvier 2025. J'ai fait 50% de mes bilans avec le juridique déposé au greffe.
L'objectif, c'est l'année prochaine, c'est 28 février, on a fait 100%. On n'y arrivera pas là, on va terminer, je pense, autour de 15-20 mars. Le but, c'est le reste du temps, après j'attaque mes commissariats aux comptes. Il y a le petit logiciel que je n'avais pas auparavant, que je commence à développer, où ça a l'air de prendre. Il n'y a pas de période creuse, en fait, si tu veux. Puis après, avec les voyages que j'ai, il faut s'organiser pour que quand tu vas partir, tu pourras moins être disponible pour les clients, il va falloir gérer, quoi. Il y a une question importante maintenant, c'est quoi un expert comptable pour toi? C'est quoi l'archétype de l'expert comptable d'aujourd'hui, d'après toi? En bien ou en mal? Ton archétype, il y a des côtés positifs et négatifs de ce que tu m'avances. Moi, je prends, nous, en l'occurrence, je pense qu'on est des extraterrestres. Mais on est des modèles aussi, je pense, ou plutôt pas des modèles, mais je dirais plutôt des exemples, pas forcément à suivre, mais des exemples pour les jeunes, parce qu'on est atypique. L'expert comptable typique, c'est l'expert comptable de province avec le cabinet avec 10 collaborateurs qui fait 600 000 euros de chiffre d'affaires, avec une clientèle de TPE et qui fait, il fait 100 000 euros de résultats, voilà, qui est propriétaire de ses locaux et puis qui a un logiciel, puis qui essaye d'évoluer et de pas trop stresser, et puis avec des collaborateurs qui ont entre 45 et 55 ans. Voilà. C'est ça l'image, j'ai envie de dire, de l'expert comptable typique. Après, tu as les experts comptables comme toi ou comme Julien ou comme Sana. Enfin, tu vois, on n'est pas du tout dans ce délire-là. Je suis peut-être celui qui fait le plus d'expertise. Et tu as vu, on a la discussion qu'on a eue tout à l'heure, je suis plus phase à me dire, j'en ai marre, quoi. C'est pas que c'est pas intéressant, c'est très rébarbatif et le client ne se rend pas compte de la valeur qu'on lui apporte. Tu vois, des clients, là, je me suis agacé il y a 2 jours, un client qui m'envoie tout à l'arrache et qui me dit, je veux mon bilan. Je dis, mais alors, on va prendre l'exemple de quand vous avez une opération. D'accord? Tu vas voir l'anesthésiste. Tu ne pointes pas à l'hôpital et tu dis demain je vais te repérer. Non, on va dire il faut prendre rendez-vous avec l'anesthésiste. C'est pareil pour moi. Je dois planifier le travail avec mon assistante, le temps qu'elle fasse le boulot et que moi après je le refasse, que je fasse le bilan. Donc c'est ça en fait. Les gens ne se rendent pas compte de notre compétence, je trouve. C'est du gâchis en fait. Je pense que ce qui va se passer, c'est comme dans les années 80, c'est que l'expert comptable, tu n'auras plus accès à l'expert comptable, entre guillemets, ça sera des collaborateurs et ça sera du luxe quand tu auras l'expert comptable. Donc c'est ça qui m'agace un petit peu. Par contre, en positif, moi, ce que j'ai jamais vu autant de jeunes, ça m'a été confirmé par Génie, qui se sont installés en création ex nihilo depuis l'histoire des temps, quasiment depuis 45. Donc on voit que le métier attire. Le métier est en train de changer, c'est que tu auras beaucoup d'indépendants, je pense, force à vous, qui vont pouvoir peut-être mieux concilier la vie privée et la vie perso, du coup, gagner peut-être moins au final. Mais on a la CAVEC qui est richissime, donc ça passera. Non, mais on a plutôt me dire, c'est les experts comptables d'hier et même de maintenant ne seront pas les experts comptables de demain. On le voit dans chaque génération, tu as quand même des gens qui sortent. On le voit dans les jeunes, des futurs pépites. Tu te dis demain, ça sera le futur président, ça sera des futurs formateurs, des futurs conférenciers. Donc il y a un temps pour tout, on va dire, mais et on voit que les profils se diversifient. Certains rachètent des profils comme Gilles qui ont racheté des cabinets, qui a financiarisé l'activité de cabinet. On a ces gens-là. Gilles, il me fait peur comme il m'impressionne. Il me fait peur parce que demain, c'est lui, voilà, il a une force financière pour acheter des cabinets et on ne fait plus le même métier. Et il va te le dire, il dit, qu'est-ce que tu te fais chier à faire tes tenues de compta? Il dit, c'est pas ta valeur ajoutée, t'as pas passé ton diplôme pour faire ça. Ton diplôme dit, t'as un niveau bien supérieur. Et je l'admire parce que il a réussi à faire, moi, je serais incapable, mais incapable pendant une seconde de faire ce qu'il fait. On ne fait plus le même métier. Donc, avant, autant tu avais des traits communs entre les experts comptables, autant maintenant, tu vois que tu as des espèces d'experts comptables, entre guillemets, mais au sens positif. Mais on a un trait commun au départ, le diplôme, mais après, on est totalement différents, au final. Et c'est ça, le problème, c'est que demain, tu auras une profession qui sera beaucoup plus hétérogène. Donc, tu n'as pas d'experts comptables type, j'ai envie de dire. Tu auras des experts comptables type par rapport à un profil, des techniciens purs qui interviennent en tant que consulting pour des gros cabinets, avec 20 experts comptables autour de la table qui sont associés, des gens comme toi, des gens qui font de la com, du marketing ou des journalistiques comme Julien, ou de l'animation de conférences, des gens comme moi qui codent. Je ne suis pas un codeur, je me débrouille, je fais des brouillons de code, on va dire ça, et qui fait des projets. Donc, tu n'as plus un expert comptable type. Et c'est ça qui est passionnant. C'est que on aura toujours le diplôme d'expert comptable, mais à la fin, est-ce que tu te présenteras comme expert comptable? Même Sana, toi, elle ne se présente plus forcément comme expert comptable. Elle le fait quand il y a un intérêt de se présenter comme expert comptable, mais quand tu la vois, elle le dit, mais sans plus, quoi. Enfin, ça la crédibilise pour certains de ses prospects, mais pas pour tous. Et moi, dans mon profil, à terme, est-ce que vraiment je resterai toujours dans le giron de l'ordre et comme c'est au compte, parce que j'aime les deux aspects du métier, mais ça devient compliqué d'exercer.
Eh ben, on va parler avec toi de ton futur. Tu Ouais. m'as dit il n'y a pas longtemps 40 ans. Ouais. C'est quoi tes projets déjà pour cette année 2025? Alors, clarifier les choses avec mes collaborateurs, simplifier la partie logicielle du cabinet parce que j'étais parti dans un délire et du coup, là, maintenant, on simplifie les choses. Les pérenniser réellement, donc leur laisser peut-être plus, pas les clés du cabinet, hein, on s'entend, mais plutôt que ça, réduire mon temps de management du cabinet. Alors, sachant que c'est particulier, en fait, Aurélia, mon assistante, est la meilleure amie de ma sœur, elle me connaît que j'ai depuis 8 ans. Donc, on a une relation, elle respecte le lien hiérarchique, hein, puis elle n'est pas du tout, elle est assistante administrative, donc elle est admirative de mon parcours, mais du coup, on n'a pas la même relation. Donc, le but, c'est clarifier l'organisation du cabinet, me poser les bonnes questions. Toi, comme les projets que je vais créer avec Salah, peut-être dire, on en a rigolé tout à l'heure, peut-être aller plutôt vers dimension projet, plutôt que me développer sur de l'expertise traditionnelle pure. Ou au final, tu vois que c'est comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le court-termiste. Oui, ça va faire rentrer de l'argent, ça paye les factures, mais est-ce que c'est un investissement utile pour dans 10 ans? Je ne suis pas convaincu. Donc, il y a ça, développer les projets, ce que j'aime. Et j'ai jamais eu de retour aussi positif quand j'ai créé Click CFE, que j'ai lancé très rapidement. J'étais au Web Summit à Lisbonne, hein. Ça s'est fait à l'arrache. Je veux dire en toute honnêteté, c'est parce que l'année dernière, j'avais mis le code source en public, sauf que les confrères, je ne peux pas leur reprocher, ils ne maîtrisent pas GitHub, voilà. Mais du coup, certains ont essayé de reprendre mon code sans m'avertir, ont essayé de machin, j'ai eu des infos, ça m'a gonflé. L'aspect mercantile, j'ai dit, ok, je vais reprendre le truc, parce qu'il y avait l'histoire du CAPTCHA. J'ai dit, je vais le coder le truc, et je vais vous faire une vraie interface pour que monsieur et madame Michu puissent l'utiliser. Et c'est ce que j'ai fait, grâce à Romain d'ailleurs, c'est mon bêta-testeur attitré. Du coup, on l'a fait, parce qu'il était sympa, il était avec mon Web Summit, donc il a pris du temps pour pouvoir tester mes trucs. Entre deux conférences? Entre deux conférences, le soir, machin, contre une bière. Et du coup, on a réussi. Et j'ai jamais eu autant de retours de la part des confrères, où quand on voit un mail, t'envoies parce qu'ils te demandent tous la facture, hein, on les change pas, les experts comptables. Et là, et tu leur dis, ça va, ça s'est bien passé, ça allait bien, ça vous a servi. Ah ouais, c'était génial, merci beaucoup. Et là, tu te dis, autant j'ai pas un merci pour mes bilans, autant là, j'ai vendu à la profession la plus difficile à qui on peut vendre, les experts comptables. Les mecs, pour leur faire sortir la carte bleue, ils l'ont compris, c'est très compliqué. Et là, je me dis, il y a peut-être quelque chose à développer pour des petits outils, pratico-pratiques, ça ne sera jamais mon business principal, mais c'est des outils que j'utilise pour mon propre cabinet, les mettre à disposition contre rémunération auprès des experts comptables. Donc il y a cet aspect-là à développer. Il y a l'aspect projet, du coup, avec Sana, retrouver le temps j'aime écrire, retrouver du temps que j'ai perdu, pour différentes raisons, à pouvoir écrire des articles qui me plaisent, à pouvoir refaire des conférences, repartir à plus d'événements, mais sans être en stress, en me dire putain, j'ai 80 mails à faire. C'est retrouver cette tranquillité, cette sérénité. Et ça, c'est un message que je veux dire aux jeunes, c'est que si dans le métier, vous commencez à ne plus être serein, en stress, si on va dire, vous regardez le stress versus le bonheur que ça vous apporte, il y a quelque chose qui ne va pas. Et ça, on voit, on a eu des confrères qui étaient en burn-out, hein, certains qu'on ne voit plus, c'est qu'il y a une raison, hein, c'est pas par gaieté de cœur, hein. Tu te dis, préservez-vous, faites attention. Un conseil, vous ne me voyez pas, mais faites du sport. Parce qu'on a la sédentarité, ça me fait mal. Et faites surtout un exercice professionnel. N'attendez pas 40 ans pour avoir un exercice professionnel qui vous ressemble. N'attendez pas ça, malgré les problématiques financières, faites quelque chose qui vous plaise. Voilà, c'est ça que je peux vous dire. Parce que se lever le matin, et moi, maintenant, on a des phases de doute où tu as pris des engagements, vous avez des collaborateurs qui t'ont suivi, hein. C'est compliqué. Du coup, parce qu'après, tu deviens. J'ai plus de stress pour mes collaborateurs, entre guillemets, plutôt par rapport à ma responsabilité en tant qu'employeur vis-à-vis d'eux, que pour moi, je suis pas inquiet. Je vais mon CV en ligne. J'espère que je suis employable, mais par contre, j'aurais déçu mes collaborateurs et c'est ça que je ne peux pas accepter. Maintenant, je voudrais avec toi sur Fabrice, donc dans 10 ans, 50 ans. Il est où? Pété d'oseille. Non, je te le souhaite. Fabrice, où il serait c'est une bonne question. Est-ce que je serai en France? Je ne sais pas. Fabrice avec un meilleur équilibre vie pro, vie perso, pour le coup, qui fait du sport. Après, si on rencontrait quelqu'un pas, j'ai pas ce manque, hein, je suis pas, comment dire, je sais pas le terme comme disent les jeunes, mais je suis pas, je veux dire, je vis très bien, hein, j'ai un bouquin, je vis très très bien mon célibat, je suis heureux, et arrive à 40 ans, de toute façon c'est mort, hein, j'ai vécu la majeure partie de ma vie seul, donc du coup je suis très bien, je ne supporte pas qu'on me mette le désordre dans mes affaires, voilà, pour dire simplement. Donc retrouver un équilibre vie pro vie perso.
Faire des choses qui sont peut-être pas forcément commercialisables, garder la même crédibilité vis-à-vis de mes confrères, par rapport à ceux qui me font confiance dans le contenu qu'ils lisent, que j'ai produit, dans les outils que je conçois pour eux, garder cette crédibilité-là, voilà. Donc, et la renforcer. Voilà. Donc, à voir où je serai, à quel poste je serai. Après, il y a des opportunités de vie. Demain, voilà, on te propose le job on met 5 millions d'euros, ça fera Marie-Dominique Perrier, 5 millions d'euros sur la table pour me racheter le cabinet. Bon, ouais, je vais hésiter un quart de seconde, quoi. Donc, il y a ça. Après, où seront mes collaborateurs? Demain, on m'annonce qu'ils veulent partir. Je ne ferai pas les choses de la même façon. Donc après, c'est compliqué. Pareil, j'avance au fur et à mesure. Je commence juste, c'est juste qu'avant, je ne voyais pas à 2 mètres devant moi. Là, maintenant, je vois à 10 mètres. Pour finir l'interview, je te propose de jouer au jeu Confession intime pour apprendre à mieux te connaître. Donc le but, en fait, c'est que les auditeurs en connaissent plus sur toi. Je te pose une question et tu me réponds simplement par oui, plus ou moins. Ok. Au niveau de la charge de travail, est-ce que tu travailles plus ou moins de 50 heures par semaine? Plus. Même hors période fiscale? Non. Moi, c'est régulier. Est-ce que vous avez plus ou moins de 10 amis proches? Je dirais moins. Est-ce que tu dors plus ou moins de 8 heures par jour? Moins. Ouais. Bah oui, il se lève à 4 heures, on peut recevoir des mails de Fabrice. Hein. Et c'est pas des mails programmés. Est-ce que tu prends plus ou moins de 5 semaines de vacances par an? Ouais. Et est-ce que tu envisages de prendre ta retraite à plus ou moins 65 ans? De plus en plus. Je resterai dans le métier. Je me dis, est-ce que j'arriverai à tenir le rythme encore 10 ans? C'est plutôt ça la question. C'est que là, j'ai un rythme de fou furieux. Mais je commence à arriver à mes limites. Mon père est pas tout jeune. Hein, il a plus de 70 ans. Bon, j'ai la chance d'avoir un neveu j'ai un seul neveu, mais il écoutera le podcast. Il est génial. Donc, du coup, je me dis peut-être réserver aussi du temps pour eux, ce que je n'ai pas pu faire par le passé. Donc, ouais, voilà, à voir. Du coup. Merci Fabrice. Merci à toi. On se retrouve au prochain épisode pour découvrir ensemble une nouvelle aventure, un autre expert comptable qui nous ouvrira les portes de son univers. Alors assurez-vous de vous abonner pour ne rien rater et il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour plus d'inspiration et récits captivants sur le podcast Pourquoi je suis expert comptable.